Nous TV, une chaîne exclusive à Cogeco qui favorise l'expression locale et l'implication citoyenne. Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La Santé Autrement, émission durant laquelle nous mettons en valeur les principes de la santé intégrative. Notre question du jour, savez-vous qu'est-ce que c'est que le syndrome du côlon irritable? Devrais-je dire encore mieux, le syndrome de l'intestin irritable? Le syndrome du côlon irritable, c'est un problème d'intestin. J'ai des amis qui en ont. Mais je suis bien chanceux, j'ai pas de problème à ce niveau-là. La plomberie n'est pas si pire. Bien, là, c'est le côlon irritable. Je ne sais pas vraiment, on va dire. C'est-tu ton humeur? Ça joue dans ton humeur? Oui, le côlon irritable, c'est le côlon qui a de la difficulté, la digestion, tout ça, là, et puis à évacuer, tout ça. Puis c'est dû probablement à beaucoup de stress, ces choses-là, je crois. Là. Bien, dans mes souvenirs, je pense que c'est une affaire comme que tu as mal au ventre, puis ouais, c'est ça, tu as de la misère avec ton ventre. Oui, c'est une maladie inflammatoire intestinale qui affecte des gens. Fait que, mettons, selon ce qu'ils vont manger, des fois, ça peut donner des maux de ventre, des ballonnements, puis toutes sortes d'autres symptômes. Puis ça a toutes sortes de causes. Puis il n'y a pas vraiment de traitement comme hyper efficace contre ça. Oui, je sais. Tu as la diarrhée, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges. Et puis, c'est plusieurs fois aux toilettes, puis c'est pas un cadeau. Bien sûr, c'est relié à l'intestin, c'est relié à des problèmes de digestion. On parle entre autres de douleurs abdominales, de ballonnements, de gaz, d'alternance entre de la diarrhée ou de la constipation. Ce sont donc des problèmes qui viennent impacter la qualité de vie d'une multitude de gens. On parle d'une incidence en Europe et en Amérique du Nord qui serait aux environs de 10 à 15 % de la population. C'est la deuxième cause en importance d'absentéisme au travail et à l'école. Et là, il faut savoir en fait qu'il y a des modifications alimentaires qui peuvent grandement aider à améliorer la qualité de vie des gens qui sont atteints du syndrome de l'intestin irritable. Et aujourd'hui, nous aurons la chance d'avoir avec nous pour en parler une nutritionniste spécialisée sur la question, Mme Hélène Baribeau, qui va venir approfondir la question. Mais avant tout, comme à l'habitude, nous allons aller en parler avec nos experts permanents de l'émission, en commençant par notre médecin, Dr. Evelyne Bourdois-Roy. Bonjour Evelyne. Bonjour. Evelyne, les problèmes de digestion, en fait, je le sais parce que je le vois lors de conférences, intéressent énormément dans la population. En fait, c'est toujours une facette qui touche beaucoup de gens. Mais là, ça fait que dans ta pratique, tu dois beaucoup t'en faire parler des problèmes de digestion. Oui, en fait, c'est un sujet qui est vraiment très récurrent. Je te dirais que la majorité des gens qui ont des problèmes de digestion ne viennent pas me consulter nécessairement avec ce motif. En fait, ils viennent souvent pour d'autres choses. Et entre autres choses, quand je fais une revue des systèmes ou quand je les questionne, une ou deux questions sur la digestion en général, quand vous mangez, est-ce que ça va? Avez-vous des reflux? Avez-vous des crampes, des ballonnements? Avez-vous tendance à avoir de la constipation, de la diarrhée? Une ou deux questions là-dedans. Puis la majorité de mes patients vont me dire, oui, effectivement, j'ai des symptômes digestifs, j'ai ceci, j'ai cela. Je dirais que c'est la minorité qui me dit, ah non, vraiment, moi, la digestion, c'est impeccable, j'ai bord en bord, ça va bien. Fait qu'en fait, je me rends compte dans ma pratique que les gens ont beaucoup de problèmes digestifs et se sont habitués à vivre avec leurs problèmes digestifs à tel point que, spontanément, ils vont peut-être même plus l'aborder, tellement que c'est devenu leur nouvelle réalité, puis ils sont habitués à vivre avec les ballonnements, les crampes, les douleurs. Donc, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, en fait, ça intéresse tant les gens quand on organise des événements ou qu'on fait des conférences. Et là, bon, qu'est-ce que tu fais rendu là si des gens ont beaucoup de ballonnements, beaucoup de douleurs? En fait, ça crée beaucoup de problèmes sur leur qualité de vie. Oui, effectivement. Bien, en fait, si je suspecte un côlon irritable, par exemple,
Bien, colon irritable, c'est un peu quand même un diagnostic d'exclusion. Quand on a exclu les causes dangereuses, si j'ai une suspicion, bien, je vais aller, par exemple, de maladie cœliaque ou de Crohn ou d'une maladie inflammatoire intestinale, bien, il faut que mon questionnaire aille dans ce sens-là et que mes tests aussi aillent dans ce sens-là. Fait que peut-être que certaines prises de sang, peut-être qu'une colonoscopie, peut-être qu'une biopsie pourrait être nécessaire pour être bien certaine, moi, que j'exclus les causes graves, les causes dangereuses, dans le fond. Mais quand on a fait tout ce travail-là et que finalement, ça revient comme normal, entre guillemets, dans le sens qu'on n'a pas dépisté quelque chose de grave ou une entité connue, mais que la personne elle a de réels symptômes digestifs, hein, que ce soit à dominance constipation, que ce soit à dominance diarrhée, dans le fond, ou une alternance entre les deux. Des fois, on a un hybride chez les gens. Mais c'est des symptômes réels qui sont très incommodants, très inconfortables, qui entraînent, comme tu l'as déjà dit, de l'absentéisme, tout ça, et qui diminuent la qualité de vie des gens. Donc, première des choses pour moi, faire un bon questionnaire, un bon examen physique, puis une bonne investigation. Être sûr de ça à quoi on a affaire. Oui. Bon, puis là, admettons que tu es rendu à l'intestin ou colon irritable, là, on fait quoi? Bien, justement, si j'en viens à la conclusion que c'est probablement un intestin irritable ou un côlon irritable, puis on aurait raison de dire plutôt intestin irritable parce que ça ne se limite pas juste au côlon, hein, ça ne se limite pas juste aux gros intestins, le petit intestin. En fait, tout le tube digestif peut avoir des symptômes. Oui, effectivement. Bien, le numéro 1 dans ma liste à moi, en fait, c'est de regarder du côté de l'alimentation. Dans toutes les habitudes de vie, c'est probablement l'alimentation qui passe dans le tube digestif qui a le plus d'impact. Donc, moi, je fais, soit, si on a le temps, je fais une révision des principaux suspects qui sont bien connus, en fait, pour causer des troubles digestifs. Si je n'ai pas le temps, bien, dans ce temps-là, je réfère à un professionnel de la santé qui va être capable, justement, de réviser l'alimentation actuelle de ces patients-là et de voir qu'est-ce qui pourrait être les coupables, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, changé, retiré, remplacé et voir si ça fait une différence. Typiquement, je vais t'avouer qu'en santé métabolique, en médecine de santé métabolique, médecine de l'obésité, puisque j'utilise souvent la réduction thérapeutique des glucides comme outil, eh bien, quand je leur fais retirer tous les sucres, les produits transformés, les produits raffinés, je leur diminue les apports en pain, pâtes, patates, etc., bien, souvent, les gens reviennent une nette amélioration, souvent. Pas toujours. Et parfois, c'est une amélioration qui est partielle, qui n'est pas totale. Mais c'est une des façons de commencer à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour voir si ça a un impact positif sur la santé digestive. Ah, bien écoute, c'est extrêmement intéressant. Mais bon, justement, aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir comme experte invitée à l'émission une nutritionniste qui s'est spécialisée sur la question. Elle va pouvoir nous expliquer justement, quand elle prend la balle au bon, qu'est-ce qu'elle fait justement avec la personne. Merci beaucoup, Evelyne, d'avoir été des nôtres. Allons maintenant en parler avec notre pharmacienne de l'émission, Mme Brigitte Marchand. Brigitte, on en a parlé tout à l'heure avec Evelyne, les problèmes de digestion intéressent énormément la population parce qu'il y en a beaucoup, tout simplement. En fait, bon, ça va toucher énormément de gens. Et là, j'imagine que ça se reflète aussi dans la pratique en pharmacie. Et puis même, ces gens-là ont accès même à des médicaments, des produits qui sont en vente libre. Oui, en fait, beaucoup de nos conseils que nous donnons aux gens qui viennent nous voir, c'est-à-dire pas pour recevoir une ordonnance médicale prescrite, mais pour avoir un conseil santé, grande proportion, c'est en lien avec des problèmes digestifs. Ça, c'est dans toute catégorie d'âge. Donc, diarrhée, constipation, ballonnement, flatulence. Fait qu'immanquablement, on voit ces patients qui ont un potentiel de développer un problème de côlon irritable. Puis comme on annote au dossier, des fois, quand on voit que c'est fréquent, on dit, mais écoutez, peut-être que vous devriez avoir de votre médecin une analyse, voir si vraiment vous souffrez. Parce que les gens, ils ont comme peur. Hein? Quand ils entendent côlon irritable, c'est comme... Je veux pas entendre ça, je veux pas avoir ce problème-là parce qu'ils connaissent des gens dans leur entourage qui l'ont puis ils voient les problèmes au niveau les restrictions. Des problèmes récurrents qui sont à long terme puis qui causent des problèmes de qualité de vie aussi parce qu'il y en a qui sont même plus capables de travailler, il faut le dire, malheureusement. Non. Dans les cas graves, c'est grave. Oui. C'est sûr que nous, on peut remettre une liste d'aliments à éviter. C'est comme la base, là. Mais on oriente toujours vers des professionnels qui pourront aller dans une expertise beaucoup plus approfondie. Bien là, je dirais que tu vois différents niveaux. C'est que tu dois voir des gens qui... s'auto-diagnostiquent ou prennent différents types de produits en tablette, puis ils essaient eux-mêmes, en fait, parce que, bon, ils ont de la diarrhée, ils ont de la constipation, ils essaient différentes choses. Il y en a qui vont jusqu'à vous en parler, hein?
Et il y en a que là, ils vont aller jusqu'à consulter, c'est ça? Exactement, exactement. Puis, tu sais, les médicaments prescrits qui existent, c'est vraiment, ça va jouer juste au niveau de la mobilité du transit intestinal, soit pour l'accélérer, augmenter le volume, diminuer le volume. Fait que ça reste comme on dirait, des pansements qu'on met sur le bobo. Parce qu'à la source, on sait qu'il y a un facteur de stress. Donc, quand on a le temps, on va aborder un petit peu, bon, avez-vous changé un petit peu votre habitude de vie, faire des respirations, ça, c'est très intéressant. Oui, exactement. Et puis là, je te reconnais. Je te reconnais là-dedans, justement. C'est que là, tu vas te soucier, justement, aussi de la santé mentale des gens. Puis c'est parce que là, on le sait, le lien intestin-cerveau, bon, puis il y a beaucoup de gens là-dessus, hein, à la maison, vous allez vous reconnaître. Quand on est stressé, souvent, soit on va avoir mal au ventre, ou soit il y a des gens qui vont constiper automatiquement, il y en a qui vont avoir la diarrhée. Donc, le stress va directement avoir un impact qui est très clair, en fait, sur notre système digestif. Et là, les gens qui ont des problèmes de l'intestin irritable ou du côlon irritable sont encore beaucoup plus prompts, en fait, à avoir des problématiques reliées au stress. C'est ça. Et là, dans ce temps-là, tu vas essayer justement aussi de les orienter à penser. Oui, d'aller vers les médecines non conventionnelles qu'on sait qui peuvent avoir un apport positif, ces gens-là. Parce qu'on sait que c'est des irritants. Hein? Fait que l'irritant, oui, c'est l'alimentation, mais ça peut être aussi comment on gère notre journée au niveau de notre stress avec le cortisol qui est trop élevé, qui va avoir, comme tu viens de dire, avoir un impact direct sur le système digestif. On sait, un des premiers symptômes quand l'enfant ne veut pas aller à l'école pour un examen, « Oh, j'ai mal au ventre! » On dirait que c'est notre cerveau, notre autre cerveau qui nous parle. Fait qu'il faut s'arrêter puis prendre le temps d'écouter. Tu sais, en Europe, il y a les sophrologues même qui enseignent l'alimentation consciente. Peut-être un jour, ça va arriver ici. Mais je pense qu'on l'enseigne aussi, peut-être certains spécialistes. Il y a beaucoup de nutritionnistes qui en parlent, en fait, de l'alimentation consciente, effectivement. Et c'est important. Puis là, bon, c'est une façon, justement, de... Puis on a une bonne amie en commun aussi, Julie Goulet, en fait, qui parle constamment du fait que l'état d'esprit dans lequel on est quand on s'alimente a un gros impact sur ce qu'on va faire de ce qu'on a mangé. Outre le fait de manger des aliments sains, il faut se soucier aussi de se permettre d'être dans un bon état d'esprit quand on s'alimente. Exactement. Puis, tu sais, il y a tout l'aspect de la santé intestinale. Hein? On sait que les probiotiques, comment notre microbiote peut être amélioré, qui va aussi favoriser d'avoir le côlon irritable qui peut être, entre guillemets, contrôlé ou guéri. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis j'imagine, hein, en fait, que notre naturopathe agréé de l'émission, Dino Elicaz, va se faire un plaisir de nous parler de microbiote intestinal en lien avec les problématiques digestives. C'est son domaine à lui. Merci beaucoup, Brigitte. Ça a été très éclairant. Je te remercie aussi pour la pratique que tu fais en pharmacie. C'est remarquable. Allons maintenant en parler avec notre naturopathe agréé de l'émission, M. Dino Elicaz. Bonjour, Dino. Bonjour, Éric. Dino, comme on vient juste de parler avec notre médecin, notre pharmacienne, on a beaucoup de problèmes de digestion dans la population et ça amène un intérêt particulier justement des gens à se renseigner, d'en savoir plus, mais j'imagine que dans la pratique des naturopathes, c'est la même chose. C'est clairement très, très populaire. Moi, j'en ai presque fait une spécialité parce que la majorité de ma clientèle ont des problématiques de digestion. En fait, ce serait la première cause de consultation, même dans les cabinets médicaux, les problèmes digestifs de toute acabit. On en a parlé quand même pas mal. Mais le syndrome de l'intestin irritable est quand même assez prévalent. On aurait même un des taux de prévalence les plus importants ici au Canada. Là, on est dans les 18-20 de la population. Ça toucherait beaucoup, OK, parce qu'on parlait de 10 à 15 de la population. Mais nous, on est un petit peu plus élevé, semble-t-il, d'après ce que je lisais sur le sujet. Puis il y a des critères bien établis aussi, en fait, pour décrire qu'est-ce que c'est au juste. Oui, tout à fait. En fait, c'est des critères de diagnostic qu'on n'utilise pas évidemment en naturopathie, mais les médecins peuvent l'utiliser. Les gastroentérologues ou les médecins qui sont spécialisés vont souvent utiliser ce qu'on appelle les critères ROM, R-O-M-E. Ils sont rendus à ROM 4 là, parce que ça varie beaucoup. Ça évolue. Exact. Mais en le sachant, du moins, on peut, sans poser de diagnostic, poser une question très simple. Est-ce qu'il y a de la douleur? Parce que le syndrome de l'intestin irritable a un critère sine qua non, c'est de la douleur, minimalement une fois par semaine depuis au moins 3 mois. Donc, quand il n'y a pas de douleur, mais qu'il y a des gaz, des ballonnements, de la diarrhée, de la constipation, des choses comme ça, mais sans douleur, normalement, ça ne devrait pas être ça. Ça peut être autre chose, bien entendu. Comme notre médecin, Dr. Bourdieu, a dit, il faut faire une bonne panoplie de tests pour éliminer les choses qui pourraient être à risque. C'est donc différentiel, comme on dit. Donc, quand il reste ça, si vous avez de la douleur au moins une fois par semaine, si vous avez de la douleur lors de la défécation, donc quand on va à la selle, si les selles sont variables dans le sens pas toujours à la même heure ou pas toujours la même consistance. Donc, il y a vraiment 3 critères au niveau des selles
S'il y a 2 de ces critères-là qui accompagnent la douleur, on peut, à ce moment-là, parler d'un syndrome de l'intestin irritable. Ah, bien écoute, merci, c'est intéressant. Et là, Dino, étant donné que tu nous dis que tu as beaucoup de gens qui consultent pour des problèmes de digestion, ça veut dire que tu dois avoir des outils aussi, tu dois avoir des choses. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr. En fait, outre la médication qui existe, que certaines personnes utilisent, on essaie de regarder l'ensemble de la digestion. En naturo, le but, c'est d'essayer de trouver la cause. On veut fouiller un petit peu. Et donc, on va évidemment parler d'alimentation. On a une experte qui va venir nous en parler dans quelques minutes. Mais l'idée, c'est d'évaluer certains de ces symptômes-là puis d'essayer de voir s'il n'y a pas autre chose. Il y a beaucoup de cas de syndrome de l'intestin irritable qui sont accompagnés d'un phénomène qu'on appelle le SIBO. C'est une dysbiose, donc des bactéries dans l'intestin qui ne sont pas au bon endroit. Et donc, on essaie d'évaluer s'il y a cette situation-là. Et donc, on peut utiliser des probiotiques pour améliorer le microbiote, qui peut avoir un rôle quand même à jouer sur cette perception de la douleur-là et sur ces inconforts, particulièrement lorsqu'il y a des gaz et des ballonnements. Ce n'est pas tant le syndrome de l'intestin irritable, mais c'est souvent un microbiote dans l'intestin qui fait que quand je mange, j'ai une fermentation précoce dans le petit intestin qui crée une distension de mon intestin. Puis quand l'intestin élargit, si on veut, parce qu'il y a des gaz, ça fait mal. Chez les gens qui ont un syndrome de l'intestin irritable, il y a encore plus de douleur. Donc, on va essayer de regarder de ce côté-là. On va améliorer, bien sûr, la digestion en général. On va essayer d'aider les gens à avoir un meilleur taux d'acidité au niveau de leur estomac. Hein. Fait qu'on peut utiliser toutes sortes de produits. Il y a des plantes, comme on pense à la menthe poivrée, par exemple. Dans la pharmacopée, même des pharmaciens, des médecins, il existe des formules avec la menthe poivrée. On sait qu'elle est antispasmodique. Elle empêche les spasmes. C'est un antidouleur. C'est intéressant. On travaille, comme j'ai dit, avec les probiotiques. Ça va aider dans des cas de diarrhée, entre autres, c'est ça? Exact. Ça peut aider dans ce cas-là lorsqu'il y a vraiment des spasmes et de la douleur. Puis effectivement, dans le cas, parce qu'on a entendu parler, mais le syndrome de l'intestin irritable peut être accompagné soit de constipation, soit de diarrhée, soit d'un mix des deux. Donc, dépendamment de la situation, on peut aussi adresser la problématique du mouvement. Hein. S'il n'est pas assez rapide quand la constipation, on peut travailler sur le foie. Le foie a cette capacité de produire de la bile. Puis la bile a un effet légèrement laxatif. Quelqu'un qui a de la diarrhée, bien, on essaie de ne pas trop travailler de ce côté-là. Donc, il y a tout un art autour de l'approche, si on veut, l'utilisation de différents outils qui existent en combinaison avec des traitements qui auraient été prescrits par le médecin, par exemple. Mais on arrive vraiment parfois à améliorer les symptômes. C'est un syndrome, et donc c'est pas toujours évident. On ne guérit pas nécessairement toujours de ça, mais on peut certainement améliorer les symptômes. Écoute, c'est fantastique, c'est passionnant. Donc, vous voyez à la maison, en fait, hein, les naturopathes peuvent avoir des outils qui peuvent s'appliquer aussi à ces situations-là. Merci, Dino, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Allons maintenant en parler avec notre experte invitée aujourd'hui, Mme Hélène Baribeau. Bonjour, Hélène. Bonjour, Éric. Hélène, aujourd'hui, en fait, merci d'être venue, d'avoir accepté l'invitation à venir à l'émission. Merci à toi. Parce que là, tu vas nous donner de l'espoir. Je sais très bien, on en a beaucoup parlé. Il y a des gens qui sont capables de complètement rétablir leur situation, de retrouver leur qualité de vie. Peux-tu me donner quelques exemples? Peux-tu m'en parler un peu? Oui, en fait, rétablir la situation, c'est peut-être un grand mot, là, dans le sens que c'est un syndrome, puis il faut apprendre à vivre avec. Là. On ne s'en sort pas complètement, mais on peut se bâtir une boîte à outils vraiment efficace quand on connaît, justement, on a bien identifié les aliments qui nous causent des problèmes, on a trouvé des techniques pour gérer notre stress. Dans le fond, on a trouvé nos outils qui font qu'on gère nos symptômes. Et des fois, même, il y a certains produits naturels aussi qui vont aider, on pourra en parler, là, qui vont, par exemple, si on fait un écart vers un aliment qu'on sait qu'on ne tolère pas, bien, il y a des enzymes qu'on pourrait prendre, qui permettraient de bien tolérer, de mieux digérer l'aliment. Fait que ça fait partie de la boîte à outils. Ça fait une approche très intégrative aussi. Oui, exactement. Okay. Et là, donc, comment tu procèdes quand tu as quelqu'un, justement, qui t'aborde? Parce que là, je veux le dire tout de suite en partant, les gens qui sont à la maison, Hélène Baribeau fait de la consultation numérique, hein, directement en ligne. Vous pouvez la consulter via son site Internet, hélènebaribeau.com. Comment tu procèdes, en fait, pour essayer d'aider les gens? Bien, d'abord, je souhaite toujours que les gens aient vu un médecin avant de me consulter pour vraiment avoir le diagnostic d'exclusion du syndrome d'intestin irritable, que ça soit être quelque chose de plus grave. D'autres choses. Ouais. Des fois, s'il y a certains symptômes qui m'alertent sur peut-être d'autres maladies, je vais référer la personne, là, je vais la renvoyer chez son médecin, là, notamment des gens qui vont avoir du sang dans les selles ou, par exemple, avoir très mal la nuit.
Ça pourrait être d'autres choses que le syndrome de l'intestin irritable. Mais bon, si c'est ça le diagnostic, lors de l'évaluation nutritionnelle, on va regarder beaucoup de choses. On va regarder évidemment la consommation d'aliments très précis, les FODMAP. Donc, veux-tu qu'on détaille tout de suite? Ou on... Oui, bien sûr, ouais, allons-y. En fait, les FODMAP, parce que, bon, moi, je le sais, on en a beaucoup parlé ensemble, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'acronyme? Oui, c'est un acronyme, c'est ça qui veut dire. Dans le fond, le F veut dire fermenté cible. On parle ici là, de glucides qui sont présents dans des aliments généralement sains, mais qui ont une capacité de fermenter plus que d'autres, donc de possiblement donner des gaz, des ballonnements. Il y a même des FODMAP qui, lorsqu'ils ne sont pas digérés, vont faire un appel d'eau dans les intestins, puis ça peut provoquer des diarrhées. Donc, on va regarder la consommation de FODMAP. On va continuer avec les lettres. Le F, fermenté cible. Le O, c'est pour un type de FODMAP qu'on appelle oligosaccharides, qu'on va retrouver, entre autres, là, dans les légumineuses. Oligosaccharides, c'est un polymère de sucre. Oui, c'est ça, exactement. C'est une longue chaîne. Il va en avoir aussi dans certaines noix, comme les pistaches, notamment. Il y en a beaucoup. Après ça, le D, c'est pour disaccharides. On parle du lactose. Là, les gens le connaissent quand même bien. Dans le lait, dans le yogourt, il y en a beaucoup. Dans la crème. Ensuite, on a le A. Donc, attends un petit peu. FOD, MAP. Le M pour monosaccharides. Là, on parle du fructose qu'on va retrouver dans plusieurs fruits, dans certains légumes aussi. Même le fructose peut être peut être problématique, oui. Donc, on en a beaucoup dans les mangues, dans les asperges notamment. Le A, c'est juste un mot de liaison là, pour le end qui veut dire « et ». Puis le P, c'est pour parler des polyols. C'est un autre FODMAP là, qui comprend le sorbitol et le mannitol, qu'on va avoir dans des fruits, des légumes et beaucoup dans les gommes à mâcher, dans les gommes sans sucre et les bonbons sans sucre. OK. Puis les autres A ne sont pas problématiques, genre l'érythritol? L'érythritol est peut-être moins problématique. Xylitol, il est problématique, mais ceux qui sont, disons, les plus présents dans les aliments, c'est vraiment le sorbitol et le mannitol. OK. Donc, ce sont les FODMAP. Il y en a 6, en fait. Et on va donc regarder la consommation des FODMAP chez les gens. Par exemple, une personne qui prend une pomme par jour, on sait que c'est riche en fructose et en sorbitol. L'ail et l'oignon, là, qui sont riches en fructane. Le blé aussi. Le blé, même blanc, la farine blanche comme la farine de blé, beaucoup de fructane, c'est un autre FODMAP. Les fameuses légumineuses, ça, les gens l'ont souvent identifié comme aliment problématique qui contient des galactanes. Dans les produits laitiers, c'est le lactose. Bon, là, ici, c'est un petit dessert de soya, là, mais c'est une légumineuse, donc il peut en avoir aussi là, des galactanes. Alors, on va regarder, c'est ça, la fréquence de consommation des aliments riches en FODMAP. Puis, on va suggérer là, une réduction des FODMAP pendant un mois. On appelle ça la phase 1 de la diète FODMAP, donc alimentation faible en FODMAP. OK. Tu essaies de les enlever le plus possible. On réduit beaucoup. On ne réduit pas 100 sinon on ne pourrait rien manger. Et après un mois, je revois les gens, puis s'ils ont une amélioration significative de leurs symptômes de ballonnement, de selles constipées ou diarrhée, de leur gaz, de la douleur, là, on va faire la phase 2 de la diète FODMAP, puis là, on va faire des tests. Et cette phase-là, c'est la plus importante. Mais là, c'est quand même super intéressant ce que tu dis. C'est que déjà, en un mois, il y a des gens qui vont voir un gros changement. Oui. Il y a même des gens, au bout d'une semaine, 2 semaines, vont vraiment, ça va transformer leur vie. Surtout les gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable, acèle molle ou diarrhée, on a des hauts taux de succès avec la diète FODMAP. 75 des gens vont s'améliorer. Là, après le premier mois, tu reviens à une phase de réintégration parce que dans le fond, tu cherches qu'est-ce qui est le plus problématique dans tout ça. Oui, on est comme, c'est ça, on est des détectives, des enquêteurs pour trouver les coupables, le ou les coupables. Fait que la phase 2, c'est de prendre un aliment riche en FODMAP, d'un FODMAP particulier. Mettons, la pomme, là, c'est riche en sorbitol et fructose. On va prendre un autre exemple. On va faire un test avec l'oignon. Pendant une semaine, la personne va prendre 3 fois de l'oignon à 3 doses progressives et elle va observer ses symptômes. Mais elle ne prend rien d'autre. Elle continue avec une diète faible en FODMAP. Fait qu'il y a la phase 2 de la diète de l'alimentation FODMAP, du protocole FODMAP, est assez longue, mais c'est la plus importante parce que là, vraiment, c'est là qu'on bâtit notre boîte à outils où on va savoir, bien, tel groupe de FODMAP, moi, je dois modérer ou je dois carrément m'abstenir. Tel autre, je peux en manger comme je veux. Et ce que je vois souvent, Éric, c'est des gens qui avaient tassé certains aliments, pensant que c'était les coupables. Exemple, il avait enlevé tout le lactose ou tout le blé, en pensant que c'était les coupables. Puis finalement, il se rend compte que c'était d'autres catégories. Et là, bien, des fois, ils sont contents, des fois, non. Ça dépend de ce que ça donne, le résultat des tests. Mais il va être heureux d'au moins savoir, d'avoir une diète personnalisée qui calme l'intestin. Écoute, mais c'est hyper intéressant. Oui. Mais là, tu parlais de boîte à outils. Je sais très bien que tu vas aborder d'autres facettes habituellement. Oui. Rapidement.
La question de manger en pleine conscience, la gestion du stress, ça aussi, tu l'abordes avec tes patients? C'est extrêmement important. Je vais toujours questionner sur quand les gens mangent, est-ce qu'ils prennent un temps pour se détendre, se dire, bon, je commence mon repas, je prends quelques respirations et prendre le temps de mastiquer, manger lentement, déposer la fourchette dans un but de bien reconnaître sa satiété pour éviter les trop grandes portions parce que pour quelqu'un qui a le côlon irritable, manger trop peut donner des symptômes rapidement de ballonnement, d'avoir envie d'aller à la selle. Donc, ça permet, c'est ça, de mieux écouter son corps, de dorloter son intestin, parce que c'est ça qu'il faut faire quand on a l'intestin irritable. Quelle belle pensée. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été avec nous, de partager ton expertise. Ça a été vraiment extrêmement intéressant. Allons maintenant à la conclusion avec nos experts permanents de l'émission. Donc, en conclusion, on vient de parler de problèmes de digestion, de différents types de problèmes, puis bon, de façon d'aborder les problèmes de digestion, des problèmes d'irritation, du syndrome du côlon irritable ou du syndrome de l'intestin irritable avec Hélène Baribeau, la nutritionniste. Mais on pourrait parler tout simplement de digestion aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux digérer? Il faut prendre le temps d'apprécier et de faire à manger et de digérer correctement. Donc, autrement dit, la digestion, ça commence bien avant d'avoir mis un aliment dans sa bouche. Il faut prendre le temps de cuisiner, de sentir les ingrédients. Ça déclenche tout de suite la sécrétion de la salive, de l'acide gastrique. Donc, ça prépare notre système digestif à recevoir quelque chose. Donc, ça prend vraiment le temps de faire ça, de connecter et d'arriver à avoir un système qui est prêt. Et là, beaucoup moins de problèmes vont arriver après cette étape-là, lorsqu'on prend le temps de faire ça. Donc déjà, prendre le temps de manger. On pourrait ajouter à ça, se cuisiner nous-mêmes ce qu'on va prendre le temps de manger. Souvent, on voit des gens, par exemple, qui développent des problèmes digestifs, puis quand on aborde l'alimentation, ils nous disent « Ah, mais moi, j'arrête dans les fast-foods, dans les restaurations rapides, parce qu'ils sont toujours sur la précipitation. » Fait que c'est de changer la relation que tu as avec tes aliments. Et nous, en pharmacie, on a toujours le petit drapeau rouge de dire, on ne veut pas que ces patients-là tombent dans un cercle vicieux. L'anxiété, ils vont s'empêcher de faire des choses, sortir au restaurant, faire même des voyages, parce qu'ils vont toujours avoir la crainte d'avoir des problèmes digestifs aigus qui vont les empêcher d'avoir une vie plus agréable. Et là, tout ceci dans un bon état d'esprit. Oui, effectivement. Mais on devrait parler du stress aussi. On l'a abordé brièvement, mais tu sais, quand on est tout le temps stressé, quand la vie va vite, quand on sécrète des hormones de stress comme le cortisol, par exemple, bien, on est en train d'activer ce qu'on appelle le système sympathique. C'est le système de défense, d'attaque, de réaction. Et c'est quand on est dans ce système-là, qu'on va vite, on mange sur un coin de table, on n'a pas préparé notre nourriture, on l'a acheté déjà faite, on ne prend pas le temps de mastiquer, on mange ça debout avec un écran, etc., puis on passe à d'autres choses. Bien, effectivement, que là, on est dans le sympathique, on est dans le système fight or flight, on est dans un système de réaction, un peu de survie. Mais c'est beaucoup plus difficile parce que la digestion, c'est le système parasympathique. Donc, c'est son opposé. Le système de digestion, la fertilité, la zénitude, le calme. Donc, c'est aussi de regarder un peu l'ensemble de nos habitudes de vie puis de notre façon de vivre notre vie. Est-ce qu'on est tout le temps stressé? Est-ce qu'on apprend à gérer notre stress? Parce que si on est tout le temps stressé et qu'on mange tout le temps rapidement de manière stressée, toute notre relation avec quand est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on mange, avec qui on mange, pour optimiser sa digestion. La façon dont on va manger est extrêmement importante. Ce qu'on mange aussi, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise avec nous. C'était vraiment un plaisir. Merci à la maison d'avoir été des nôtres. Je vous invite bien sûr à parler avec les gens de votre entourage, vos amis, la famille, des émissions La Santé Autrement, dans le but de nous aider à faire rayonner la santé intégrative au Québec. Et soyez des nôtres la semaine prochaine, nous parlerons de l'état de santé de la population. À bientôt.